Séparément. Juste avant, M. Tremblay, mettre la prise. Juste le dernier document. Malheureusement, ça a été donné de façon tardive. Je ne sais pas c'est quoi. Il faut juste voir la pertinence, juste en 30 secondes, là, la pertinence pour les travaux de la commission. Bien sûr, bien sûr. Il faut évidemment le situer dans le temps, le document. Là. C'est un état de situation de 20 mars 2014. Le décret d'allègement obtenu par la société est du 5 mars 2014. Mais le document que vous avez en main est une présentation qui fait état d'une réflexion qui a été menée jusqu'en fin d'année 2013, donc précédant l'adoption du décret d'allègement. Et la présentation était faite à qui? Elle est faite, c'est un rapport d'un comité de réflexion sur l'application de la loi adoptée en 2011. Donc, la pertinence pour la commission, c'est la suivante. Ça donne un état de situation des réflexions à l'égard de l'application de la loi et des mesures de reddition de comptes dans le contexte de la demande d'allègement de la société. Ça me suffit. Et j'attire votre attention sur 2 pages, la page 3 et malheureusement la page pas de... Ah, parfait. Oui, allez-y. Où est-ce que vous voulez me... En fait, si vous me permettez, la page 3 fait état du constat que l'application de la loi et des politiques et des règles en matière de gestion de ressources informationnelles amène une certaine lourdeur administrative. Et vous avez également mention à l'effet que il y a une étude qui sera réalisée par les dirigeants de l'information dans différentes organisations. À la page 7, on fait état de la possibilité de déléguer à une autorité au sein de certaines organisations l'autorisation d'approuver des projets. Alors, ici, on mentionne, entre autres, là, les organismes désignés par le gouvernement, entre parenthèses, conseil d'administration. Je n'ai pas le témoin là, qui me permettait d'élaborer davantage sur le sujet, mais j'anticipe qu'on va parler ici de la SAC. Parfait. OK. Donc, à première vue, toute preuve pertinente à mon mandat est admissible, donc j'en permets l'admission. M. Poitier. Juste avant de vous assermenter, je vais refaire une lecture de l'article 30 de nos règles de pratique, qui est sous le chapitre « Conflit réel ou apparent ». Article 30. Si le commissaire se trouve lui-même en conflit d'intérêt réel ou apparent ou potentiel, il ne pourra recevoir d'informations tant verbales qu'écrites en lien avec la personne avec qui il est en conflit d'intérêt. Il ne pourra ainsi recevoir ou prendre connaissance de quelque documentation ou déclaration que ce soit en lien avec cette personne. Il ne pourra être présent lorsqu'il y aura des discussions à ce sujet. Dans une telle situation, le commissaire remplira le formulaire prévu à l'annexe C. Le commissaire ne pourra prendre connaissance des déclarations et des documents soumis par ces personnes visées qu'en audience publique. Alors, je veux aviser que j'ai rempli l'annexé à l'égard de M. Poitier parce que j'ai eu des liens professionnels avec M. Poitier en 2018 lorsque j'ai été nommé président directeur général de l'Autorité des marchés publics par les 2 tiers, c'était quasiment unanime, je pense, là, par l'Assemblée nationale du Québec. Par contre, avant ça, bien évidemment, j'ai eu des rencontres avec M. Poitier, savoir si j'acceptais le poste, bien évidemment, pour lequel on allait me proposer. Alors, c'est dans ce cadre-là, M. Poitier, si, quand vous allez être assermenté, si vous pensez en dire suffisamment pour qu'on soit transparent, vous et moi. Alors, c'est ça. Alors, c'est un conflit d'intérêts, moi, que je considérais comme apparent, compte tenu des échanges que j'ai eus avec M. Poitier au printemps de 2018, qui a amené ma nomination, je pense, par l'Assemblée nationale en juin, avec une prise d'effet en juillet 2018. Alors, ceci étant dit, et comme la ministre Lebel, je l'ai également mis dans le registre des conflits d'intérêts, soit réels ou apparents. Alors, je referme la parenthèse, c'est votre témoin. On peut assermenter M. Poitier. S'il vous plaît, oui. Bonjour. Vous affirmez solennellement de dire la vérité, toute la vérité. Dites, je l'affirme. Je l'affirme. Vos noms et occupations. Robert Poitier. Je suis consultant. Merci. Votre témoin. Votre témoin. Merci, Mme la greffière. Bonjour, M. Poitier. Bonjour à vous. On va commencer avec quelques petites questions introductives. Peut-être nous parler de votre cheminement académique. Oui, mais si vous me permettez, oui, allez-y. Un commentaire sur ce que M. le commissaire vient de dire.
moi, je suis tout à fait à l'aise sur les propos du commissaire parce que c'est moi qui a demandé à ce que cette nomination-là soit faite aux 2/3 de l'Assemblée nationale, ce qui n'était pas originalement dans le projet de loi. C'est vrai. Alors, on a suggéré M. Galland, mais c'est l'Assemblée nationale, tous partis confondus, qui ont placé M. Galland à la tête de l'Autorité des marchés publics. Et c'est un vote qui a été à l'unanimité. Et je voudrais rappeler qu'à cette époque-là, la CAQ ne votait jamais lorsqu'il y avait une nomination aux 2/3. Ils s'abstenaient. Dans ce cas-ci, ils ont tous voté. Donc, je suis tout à fait à l'aise au fait que vous l'avez rapporté. Je l'avais souligné à une avocate aussi qui travaille avec moi, qui m'a aidé. Merci, M. Poitier. Excellent, merci pour la précision. Donc, parlez-nous, là, sommairement, évidemment, peut-être pas à l'école primaire, là, mais je veux dire de votre cheminement académique plutôt professionnel. Bien, écoutez, dans un premier temps, j'ai été à la Sûreté du Québec pendant 28 ans. Donc, ce qui était le cégep à l'époque, c'était pas obligé le cégep, mais j'avais le cégep, qui n'était pas en technique policière, mais j'ai fait l'école de police. Et j'ai été 28 ans à la Sûreté du Québec, mais après 20 ans à la Sûreté du Québec, on a eu un mandarin de l'État qui est devenu DG à la Sûreté. Et bien, il trouvait que les policiers n'étaient pas trop scolarisés, mais si on pense qu'à cette époque-là, c'était les règles d'embauche. Il a fait un concours de libération pour études chez les cadres officiers et je me suis qualifié. J'ai été libéré 2 ans pour faire une maîtrise en administration publique à l'École nationale d'administration publique. Après ça, évidemment, d'autres formations à l'intérieur de la Sûreté du Québec, plus spécifiques dans des postes je vous dirais, qui demandait une formation additionnelle, dépendamment des postes où je suis passé, que ce soit mesures d'urgence, que ce soit la sécurité routière, que ce soit aux communications. Puis à la Sûreté du Québec, si on passe peut-être les années de patrouille là, obligatoire, mais comme cadre, quelle fonction vous avez occupée? Bien, en fait, la patrouille n'est pas obligatoire, mais moi, je croyais que 7 ans, pour moi, 7 ans, c'est un cycle de vie. Et j'ai fait 7 ans de patrouille sur le terrain, ce qui était mon objectif lorsque j'ai voulu devenir policier, travailler avec les citoyens directement. Ensuite, suite à des événements importants où il y avait eu de très mauvaises communications dans les médias sur l'événement dans lequel j'étais impliqué, c'est-à-dire un vol à main armée dans une caisse populaire et les employés avaient paru très mauvais dans le journal. Donc, j'ai appelé le responsable des communications à cette époque-là, en Outaouais, puis je lui ai dit qu'il fallait modifier ça, puis il a dit qu'il n'y avait rien à faire avec les journalistes, qu'il écrivait ce qu'il voulait, puis que c'était comme ça. Donc, je lui ai dit, écoutez, je pensais que c'était votre travail. Alors, il a dit, bien, si t'es pas content, moi, je prends ma retraite la semaine prochaine, tu as juste à postuler sur mon poste. Fait que c'est ce que j'ai fait parce que j'étais en colère de la façon dont il m'avait répondu. Et puis, j'ai eu le poste aux communications, mais pas en Outaouais, c'était en même temps. Donc, j'ai commencé en communication à Trois-Rivières parce que c'était l'avenue du Pape, là, 84. Et j'ai fait les communications pendant 1 an et l'année qui a suivi, les communications du quartier général à Montréal, qui coordonnent l'ensemble des communications, m'ont emmené à Montréal. Donc, j'ai été plusieurs années aux communications. Un peu avant la crise autochtone, j'ai quitté les communications parce que l'on ne savait pas que la crise s'en venait, mais parce qu'au niveau de la communication, je pensais qu'il fallait aller plus loin et j'avais de bonnes relations avec mon patron puis le directeur de la Sûreté, puis j'ai décidé de quitter. J'ai travaillé comme garde du corps avec le directeur général de la Sûreté du Québec pendant toute la crise au complet, presque 1 an, et le directeur des communications était atteint d'une maladie grave, d'un cancer, a dû quitter. Et j'avais fait un plan pour restructurer les communications. Donc, je suis devenu directeur des communications pendant un bon bout de temps à la Sûreté du Québec jusqu'au moment où il y a eu un changement de gouvernement et le directeur de la Sûreté on lui a demandé de quitter la Sûreté du Québec et on m'a offert d'aller sur le poste que je voulais aller parce qu'ils étaient pour changer de directeur des communications. Donc, je suis allé à ce moment-là. On m'a offert un poste, celui que tu veux. J'ai regardé les postes qui étaient disponibles, puis il y avait Montréal Métro. Donc, toute la patrouille sur les autoroutes du Grand Montréal métropolitain, ça incluait Laval. C'était le plus gros poste de la Sûreté du Québec à ce moment-là. Il y avait 116 policiers. Donc, j'ai travaillé là pendant
près de 4 ans. Normalement, un officier là-bas fait 1 an puis sort avec une promotion, mais après 4 ans, je ne sortais pas. Alors, il y a eu ce concours de libération pour études et on a été 4 sélectionnés, 4 ou 6, mais au début, c'était vraiment 4 pour aller faire une maîtrise à temps plein, ce que j'ai fait. Et quand qu'on quittait notre poste, on gardait notre grade, mais lorsqu'on revenait, il fallait aller dans un poste qui était équivalent à ce qu'on avait. Donc, j'étais le seul qui a eu un poste dès son retour, donc c'était aux mesures d'urgence. Alors, j'étais directeur adjoint aux mesures d'urgence, donc qui touche toutes les grandes problématiques du Québec. J'étais là pendant près de 5 ans. Et après ça, je me suis qualifié dans des concours pour être dans l'administration plus haute de la Sûreté. Donc, j'ai été qualifié pour être directeur général de la Sûreté du Québec sans entrevue pendant 2 ans. J'étais à la Sécurité routière à ce moment-là. Et il y a eu des postes qui se sont ouverts, dont celui de la Sûreté. Je n'ai pas été choisi. Alors, en 2008, j'ai eu une offre pour aller au privé. Et puis, 2004, pardon. C'était en 2004. J'ai quitté la Sûreté en 2004 et je suis allé travailler au privé après ça, dans d'autres domaines. Et en 2012, décidé de faire le saut? J'ai été approché lors d'un souper d'une amie. Il y avait quelqu'un qui était là qui me demandait si je pensais que le Parti libéral était pour entrer. J'ai dit non, je pense pas, parce que le taux d'insatisfaction était assez élevé. Et puis, on m'a dit, les sondages disent pas ça. Donc, le lendemain, j'ai eu un téléphone d'une personne qui m'a dit qu'il était en mission, qui voulait que je me joigne au Parti libéral. Alors, j'ai dit, écoutez, je peux vous aider si vous voulez, mais ça ne servira à rien, vous allez être à l'opposition. Et puis, après ça, j'ai eu un téléphone de M. Charest, de rencontrer M. Charest, le premier ministre. Je pense pas qu'on fuse une rencontre, ne serait-ce que par politesse. Et aussi, c'était notre premier ministre. Donc, je l'ai rencontré. Et puis, il m'a demandé pourquoi que j'avais dit non, parce que j'ai dit, je pense que ça va être une élection très difficile, puis vous allez être à l'opposition. Alors, il m'a dit, oui, mais peut-être que ces mois-là, ça va être peut-être 18, 19 mois, tu vas mieux comprendre la politique, ça va être ton apprentissage politique. Et puis, ça serait bien pour toi. Et il a dit, je veux pas que tu me répondes, attends lundi. Il m'a appelé lundi, puis il m'a demandé, puis votre décision. J'ai dit, je pense encore que ça va être la pire élection de votre vie, puis que vous allez être à l'opposition. Il a dit, comme ça, vous venez pas. J'ai dit, non, j'y vais pour faire partie de la relève, pour réorganiser après, pour essayer de travailler pour reconstruire le parti. Malheureusement, M. Charest n'a pas été réélu. M. Couillard avait été quand même assez silencieux durant la campagne. Je ne le connaissais pas personnellement, d'aucune façon. Je ne l'avais jamais rencontré. Je savais qu'il avait été déjà ministre, mais... donc, lui, il est venu. Et puis, moi, j'avais appuyé M. Moreau à ce moment-là à la course à la chefferie. Et puis, j'ai fait le saut en politique avec eux. On a été 19 mois à l'opposition. Et ensuite, un peu comme M. Charest l'avait quand même prévu, on s'est retrouvé au pouvoir. Dans les semaines qui ont suivi, j'ai été nommé ministre des Transports et puis ministre de Montréal, parce que je suis un homme de Montréal de toujours. M. Couillard était, évidemment, on sait tous, du Lac-Saint-Jean, de ce secteur-là. Et j'ai été surpris lorsqu'ils m'ont rencontré, parce que, bon, je flattais, évidemment, j'avais un souhait, c'est d'aller à la sécurité publique. J'étais un homme dans la Sûreté 28 ans de ma vie. Puis il m'a dit, je sais que tu aurais pu faire ça très bien, mais j'ai plus de problèmes au ministère des Transports que j'en ai à la Sûreté du Québec, que j'en ai dans la police. Et puis c'est pour ça qu'on va te donner le ministère des Transports. Puis aussi, je vais te demander de faire Montréal, parce que tu connais bien Montréal, puis tu aimes Montréal. Est-ce qu'il vous expose quel type de problème quand il a en tête, quand il vous dit j'ai plus de problèmes au ministère des Transports? Il n'a pas été précis sur les problèmes, mais il m'a dit qu'il connaissait une personne très proche de lui qui avait travaillé au ministère des Transports et qui savait que ça allait vraiment pas très bien. Et vous allez occuper ces fonctions-là avant d'entrer pendant la période jusqu'au 28 janvier 2016. C'est bien ça? Exactement. J'ai pris des notes, j'ai mis des choses ici. Pas de problème. Pour être L'important, c'est qu'on veut l'exactitude le plus possible. Donc, de vous donner ça. Et si vous me permettez un commentaire, Monsieur le commissaire,
Lorsque j'ai su que j'étais pour venir témoigner à la commission, pour moi, il est important d'obtenir le plus d'informations possible parce qu'on recule à 2014-2015. J'ai une bonne mémoire, mais c'était quand même assez loin, tout ça. Et j'ai communiqué à l'Assemblée nationale parce qu'on m'avait dit que lorsqu'on a été ministre, on pouvait avoir de l'aide de l'Assemblée nationale, qui m'ont référé immédiatement au ministère des Transports. J'ai communiqué avec le ministère des Transports. Et on m'a dit que je passerais par la loi à l'accès à l'information pour avoir de l'information. Alors, j'étais un peu surpris de ça. Puis je vous dis, pour les autres, si jamais ça se produisait, j'ai trouvé ça assez surprenant. Et j'ai réussi à parler avec quelqu'un, donc Maître Lebel, qui est ici. Et je lui ai fait part de ma difficulté à obtenir de l'information. Et elle a obtenu un courriel que j'ai eu également. Et puis, ça m'a envoyé à terre un peu, je suis obligé de vous dire, parce que dès que j'ai parlé à Maître Lebel, dans les 30 minutes qui ont suivi, j'ai reçu un courriel de quelqu'un du ministère des Transports qui m'a dit, compte tenu que vous avez une avocate, dorénavant, communiquez avec elle. Et quand elle a voulu avoir de l'information, ici, c'est écrit, parce que je voulais revenir dans mon agenda, je voulais revenir dans mes courriels, puis être précis pour vous, pour la commission. Il me semble que c'est important, même si le temps a passé. Moi, j'ai mes courriels de Hotmail depuis 2009. Là. Je te confirme par la présente que le ministère des Transports et de la Mobilité durable a effectué une recherche dans ses archives et qu'il n'a pas été possible de récupérer les boîtes courriels antérieures, donc courriel et agenda, à 2018 et en conséquence celle de M. Poitier. Alors, si vous voulez, je vais vous laisser ce document-là, mais c'est la réponse d'un avocat qui a dit le sous-ministériel des Affaires juridiques et Stéphane Lepage, avocat, qui dit depuis 2018, tout est effacé, on n'a rien. Alors, je veux juste vous dire que j'ai fait mes devoirs. Maître Lebel m'a aussi ouvert des portes pour être capable d'obtenir des documents, pour être capable de vous répondre plus précisément aujourd'hui. Merci pour votre démarche. Cette précision faite-là, est-ce que vous avez des documents? Est-ce que vous êtes à l'aise? Bien, la première fois que j'en ai vu un officiel, était dans le Journal de Montréal. Vous êtes élu en 2014, M. Oui. Poitier. Là. Oui. Alors, on s'en va là, on commence là, en 2014. On a parlé de votre CV, là, alors c'est très, très important qu'on vous montre les bons documents et tout ça. M. Lebel, est-ce que le ministre ou l'ancien ministre a tout ce qu'il lui faut pour témoigner? En fait, comme il l'a dit, on a été incapable de récupérer les courriels avant 2018. Ça s'explique, entre autres, par un changement de logiciel qui fait en sorte que les données de 2018 n'ont pas pu être sauvegardées. Mais pour tout ce qui est des documents officiels, alors ceux qui seront abordés aujourd'hui, oui, M. Poitier a eu la chance de les consulter à l'avance. Dès qu'il a pris contact avec moi, je crois que le lendemain, il avait accès. Oui, j'ai les documents. Enfin, au moins, vous aurez essayé. Hein. À l'impossible, nul n'est tenu. Donc, on va essayer sur votre mémoire et les quelques documents auxquels vous avez accès. Merci. Donc, évidemment, ce qui nous intéresse davantage, c'est le ministre des Transports. Donc, j'étais à dire que vous avez occupé la fonction jusqu'au 28 janvier 2016. Oui, j'ai pris ça ici. J'ai emmené aussi, pour référence, le CV de l'Assemblée nationale, donc qui donne les dates exactes. Si vous le voulez, j'en ai fait des On s'en est sans doute servi. C'est pour ça que je vous réfère au 28 Alors, janvier fin précisément. du mandat à titre des transports 2016-01-18. Donc, j'ai le 18-01-2016. 18, OK. Oui, fin du mandat à titre de ministre des Transports. Puis, sur la chose ici, c'est ce que moi j'ai écrit là. Bon. Attends, vous voulez Marie-Bourgeois? Juste, j'ai pas saisi la Point date. parlementaire. 18. Du 23 avril 2014 au 28 janvier. Ah, 28. 28 janvier 2016. Et c'est la date qu'on avait, 28. Donc. Oui, ça, c'est ce que le document de l'Assemblée écrit. Ministre des Transports. Mais Parce vous, que vous comprenez qu'à cette période-là, puis peut-être pourquoi ce n'est pas exactement la date, là, c'est que la session, le 15 décembre, en général, se termine. Donc, ce que là, entre le 15 puis le 28, il a fait son remaniement, là, on est plutôt dans cette partie-là. Puis est-ce qu'il y a une raison particulière pourquoi vous avez changé de fonction ou on a changé vos fonctions? Ça, c'est la prérogative du premier ministre. On est content quand il nous nomme. On peut être déçu quand il nous retire. C'était sa décision. Ce qu'il m'a dit à ce moment-là, c'est qu'il devait placer M. Daou dans un ministère important,
puis que le seul qui était disponible, qui devenait disponible si je le quittais, c'était moi. Mais il faut quand même, puis moi, je veux rester sur les faits, mais il y a une personne qui m'a contacté dans les semaines précédentes, qui m'a dit, Robert, si tu légalises pas Uber, tu vas perdre ton poste. Puis j'ai dit, si c'est ça qui se produit, là, ça veut dire qu'on avait raison de se battre contre Uber sur le fait que les chauffeurs de taxi n'avait aucune vérification d'antécédents criminels, aucun permis. Le lobbyiste, ça a été connu beaucoup plus tard. Donc, je pouvais pas penser autre chose, mais M. Couillard m'en a pas parlé. Et puis, dans des entrevues avec Radio-Canada qui s'appellent les Uber Files, on comprend qu'il y avait des discussions avec le bureau du premier ministre et Uber, San Francisco. La personne qui parlait ici est un prête-nom. Et honnêtement, ça semblait être important pour le gouvernement à ce moment-là. On n'a jamais dit très clairement que c'était Uber qui m'avait fait déplacer, mais on pourrait le présumer avec l'information que j'avais eue avant. Juste rapidement, avant d'aller dans le cœur du sujet, vos autres fonctions, j'ai, toujours sur la même documentation, j'ai vice-président de la Commission de l'économie et du travail du 9 février 2016 au 7 février 2017. Oui. J'ai adjoint parlementaire au ministre responsable de l'administration gouvernementale et de la révision permanente des programmes et président du Conseil du Trésor du 6 février au 11 octobre 2017. Oui, qui était Moreau à ce moment-là. Pierre Moreau. Pierre Moreau. Et ministre délégué à l'intégrité des marchés publics et aux ressources informationnelles du 11 octobre 2017 au 18 octobre 2018. Oui. C'est dans ce cadre-là qu'on s'est connus. Oui. Et ça, on ne connaît jamais ce qui va se passer. Moi, je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui pensaient que je n'étais pas claquer à la porte parce que je n'étais plus ministre, là, mais moi, j'ai été élu par Marguerite Bourgeois, les résidents de la salle. Je veux dire, pour moi, j'avais une obligation de rester là. Et puis, pour me tenir occupé, parce que le PM avait dit, tu sais, Robert, je sais que tu es un gars qui livre les affaires, qui bouge, puis qui va être impliqué. Fait que là, on m'avait nommé vice-président de la Commission de l'économie du travail. Pierre Moreau était un ami, une personne que je respecte professionnellement et personnellement. Donc, Pierre a dit, garde, laisse Robert avec moi, là, on va travailler ensemble. Alors, j'ai travaillé avec lui, mais ce qu'on va voir probablement plus loin, c'est que Pierre Moreau a débuté le projet de loi 135, mais était arrêté à l'article 2, parce que l'article 2 était justement d'être nommé par le gouvernement et non par les 2/3 de l'Assemblée nationale. Cette recommandation-là était la première recommandation de Mme Charbonneau dans cette commission importante. Et le PM m'a dit, Robert, ça n'a pas de bon sens, on arrive après 4 ans, c'est pas fait encore. Fait que je vais te nommer ministre de l'intégrité des marchés publics, puis je veux que tu me fasses ça. Et ce que j'ai fait avec les oppositions, j'aurais demandé si on pouvait sauter l'article 2, faire l'ensemble du projet de loi, et à la fin, je reviendrai avec les 2/3 de l'Assemblée nationale. J'ai dû aller 2 fois au Conseil des ministres pour les convaincre, et j'ai obtenu. Et ça a été aux 2/3 de l'Assemblée nationale, et on a réussi à créer l'Autorité des marchés publics, dont je suis encore fier aujourd'hui. Parfait. Et quand vous arrivez, si on revient donc à la période d'avantage du ministre des Transports là, de avril 2014 à janvier 2016, quels dossiers significatifs sont sur la table là, au niveau du ministre des Transports? Bien, écoutez, quand vous arrivez, parce qu'il n'y a pas un cartable ministre 101, là. Alors, quand vous êtes nommé, le lendemain matin, se met en branle une série de briefings, si vous me permettez l'expression, de rencontres avec les différents fonctionnaires. Évidemment, le sous-ministre en tête, qui dit, M. Poitier, on va s'occuper de vous, puis on va vous expliquer tous les dossiers importants, où on est rendu, où on s'en va. Et c'est exigeant parce que vous ne connaissez pas nécessairement l'ensemble du politique, du fonctionnement politique. Et j'ai participé à l'ensemble de tous les débriefings, mais je lisais aussi énormément, puis je posais des questions. Alors ça ne semblait pas être tout le temps habituel, pour être honnête. Mme Savoie me répondait, bien, on va voir ça éventuellement, inquiétez-vous pas. Et moi, je suis un gars de terrain, donc c'est sûr que j'aimais ça entendre les gens qui étaient directement dans les dossiers venir nous l'expliquer, au lieu que quelqu'un vienne expliquer ce que l'autre fait. Alors, on passe quelques mois à notre arrivée vraiment
dans cette situation-là. Il y avait aussi à l'époque toujours des inquiétudes sur nos infrastructures, sur la qualité de nos infrastructures, sur la possibilité d'effondrement, de problématiques. Uber est venu plus tard, là. Il y avait aussi la Société d'assurance automobile du Québec que j'ai rencontrée dans les... Je pense bien, puis c'est pour ça que j'aurais vraiment aimé avoir l'ensemble de mon agenda. Mais probablement dans le premier mois, j'ai fait une visite à la société où c'était Mme Tremblay, Nathalie Tremblay, qui était la présidente de la Société d'assurance automobile. Et j'avais une affinité parce que avec la société pour son mandat avec l'automobile. J'ai toujours été intéressé par l'automobile, pas par les moteurs et la vitesse, mais par le fait que la qualité des véhicules automobiles faisait que dans les années 80, on avait 3 millions de véhicules dans le parc automobile et qu'aujourd'hui, on a 7 millions de véhicules dans le parc automobile. Et à l'époque, on avait 2400 morts chaque année, mon lien directement avec la SAC, et qu'aujourd'hui, on a moins de 400 morts. Comment se fait-il? Alors, est-ce qu'on a fait des choses, des bonnes choses? Je comprends que l'alcool au volant, c'est une chose, la ceinture de sécurité. Donc, toutes ces lois du Code de sécurité routière, avoir été policier 28 ans, et j'ai terminé en charge de la sécurité routière pour l'ensemble du Québec parce qu'on avait des problèmes là. Et c'est drôle parce qu'à l'époque, le DG m'avait dit « Bon, Robert, on a des problèmes avec la Société d'assurance automobile. Pourrais-tu aller là? » Puis c'était pas une promotion, c'était en latéral. Et j'ai fini ma carrière à la sécurité routière justement pour avoir de bonnes relations avec la société puis qu'on soit capable de travailler ensemble. Est-ce que quand vous arrivez, parce que bon, c'est un secret de polichinelle, là, à moins de vivre perdu dans une forêt, mais le programme CASA, là, est-ce que, ou la réforme ou les changements, ou appelons-le comme vous voulez, mais au niveau des technologies d'information de la SAC, est-ce que c'est un dossier dans lequel vous êtes briefé, ou sur lequel, pardon, vous êtes briefé dans ces rencontres de bienvenue, là? Aujourd'hui, quand vous l'appelez le programme CASA... Là, ouais, à ce moment-là, c'était pas le nom, on s'entend. Non, mais c'est correct, mais je veux quand même vous le dire, parce que je n'étais pas dans le champ, je n'étais pas dans la forêt, mais j'étais dans les branches, parce que CASA, on m'a pas dit ça, là, CASA. Mais moi, je me souviens pratiquement textuellement d'une discussion que j'ai eue avec Mme Tremblay qui m'a dit « Vous allez voir, M. Poitier, je sais que vous êtes un gars techno, parce que l'informatique m'a toujours intéressé. Je joue à aucun jeu. Pour moi, c'est un outil de travail extraordinaire. » Et... elle a dit, vous allez voir, on va faire une modernisation de l'ensemble de notre support informatique. Et puis, vous allez voir, vous allez être content, ça va être quelque chose d'assez extraordinaire. Et je suis pas mal certain qu'elle s'en souvient. J'avais dit, ah oui, bon, ben en tout cas, est-ce que vous allez faire ça? Puis, comme quand ça va être fini le mercredi, le jeudi, vous allez faire votre nouveau système? Parce que j'ai dit, moi, sur Sûreté du Québec, je vais vous compter rapidement. C'est pas une anecdote, c'est une réalité. Je travaillais aux mesures d'urgence. Et là, on a eu les gens qui s'occupaient de la téléphonie, qui sont venus nous voir et qui ont dit, là, c'était pas moi qui gérais la téléphonie, mais la personne gérait la téléphonie. Elle a dit, on va tout changer vos téléphones. On s'en va avec quelque chose d'assez extraordinaire. Ça s'appelle les téléphones IP. J'ai dit, ah ouais, je connaissais pas ça. Il faut reculer dans le temps. Puis j'ai dit, OK, parfait. Mais j'ai dit, est-ce que là, demain, ça va tout marcher? Elle dit, oui, nous autres, on va faire un changement. Puis j'ai dit, moi, ce que j'aimerais, parce que je suis aux mesures d'urgence, qu'on garde la moitié de nos téléphones qu'on appelait de terre, puis on verra avec IP après, puis graduellement, on changera. Bien, moi, je ne sais pas c'est qui le gars qui a vendu ça à Sûreté à l'époque, mais il avait oublié de dire, ou on ne me l'a pas dit, que les téléphones IP, quand il n'y a pas d'électricité, ça ne marche pas. J'étais à Sûreté du Québec, monsieur le commissaire, et il a manqué d'électricité. Puis là, bien, la génératrice, elle est supposée partir, mais elle n'a pas parti. Alors, mon commentaire que j'avais fait à Mme Tremblay en disant, en tout cas, assurez-vous que ça ne va pas se faire la même journée, parce que moi, j'avais vécu l'enfer, mais une chance qu'on avait gardé un certain nombre de téléphones. Et c'est la seule discussion à peu près plus précise que j'ai eue avec Mme Tremblay. Puis, je vous dirais que de mémoire, on appelait ça une modernisation de la chose, oui. Qu'est-ce qu'elle vous répond quand vous lui dites ça, en espérant? Elle dit, inquiétez-vous pas. Inquiétez-vous pas. Mais j'avais même une bonne relation avec Mme Tremblay. C'était facile. C'était pas compliqué. Elle dit, inquiétez-vous pas. On va faire ça comme il faut, monsieur le ministre. Avant d'aller justement dans vos relations avec les dirigeants
de la société. Comment percevez-vous, dis-je, les fonctions de ministre des Transports, notamment en lien avec la relation avec la société d'assurance automobile, bien entendu? Bien, moi, dès le début, je la considérais importante, puis j'avais hâte d'aller visiter la Société d'assurance automobile sur une base personnelle d'intérêt, parce que je trouvais ça, bien, premièrement, c'est assez fantastique, notre système aujourd'hui, quand même, du no-fault, puis que les gens soient indemnisés lorsqu'ils ont des accidents. Notre performance sur le fait d'avoir moins de blessés. J'ai fait une conférence à Barcelone, moi, ils ne comprenaient pas comment on avait réussi ça. De partir à 2400 morts par année, je ne vous parle pas des blessés, puis d'arriver à moins que 400. Mais comprenez qu'un, c'est un trop, là. Et là, je suis allé expliquer ça, puis que les gens étaient évidemment couverts par la société, et la société faisait excessivement d'argent. Ils remettaient au gouvernement en fin d'année plusieurs centaines de millions de dollars. C'est pas rien. Donc, moi, je considère ça un succès. La société, je la considérais un succès sur le plan financier et sur le plan des protections aux citoyens. Et d'ailleurs, sur la fin, je me rappelle, j'avais dit à Mme Tremblay, parce qu'il y avait eu des gens qui étaient insatisfaits, 11 personnes qui étaient insatisfaites d'une décision sur leur dossier, puis étaient venus manifester à l'Assemblée nationale sur le parvis, donc plusieurs n'étaient pas vraiment en état d'être au gros soleil assis là. Puis j'ai demandé à Mme Tremblay de venir avec moi. Puis on est allé les rencontrer. Je me suis fait interdire ça par tout le monde, là. Mais moi, je suis allé avec Mme Tremblay. Puis j'ai demandé, j'ai dit, je vous promets rien, mais aux gens, mais on va regarder vos dossiers. C'était des dossiers de 10 ans ou à peu près en arrière. Puis on a pris 10 nouvelles personnes qui étaient là-bas avec aucune autre chose que de dire, voulez-vous regarder les dossiers? Là, on repart à zéro. Puis 9 sur 11 ont été réglés. Donc, moi, ma relation avec la société, elle était directe. C'est un détail. On était la seule province au Canada qui n'avait pas de plaque personnalisée. Moi, j'ai dit, ça serait le fun. On peut savoir ça au Québec. Et c'est moi qui avais déterminé les coûts à l'époque. Puis on dit, c'est possible, on ne va jamais vendre ça, là. C'est une ministre, ça n'a pas de bon sens, là. Bien, aujourd'hui, c'est une source de financement importante. Alors, je veux juste vous dire que moi, j'avais un intérêt à travailler directement. Les motocyclistes qui devaient avoir un accompagnateur. Puis la période de l'hiver, on la comptait. Ça veut dire que vous aviez votre moto au mois d'août, septembre, puis l'hiver, bien, les 6 mois comptaient. Mais vous n'avez pas le droit de rouler avec des pneus d'été en hiver, puis encore moins qu'une moto, là. Fait que c'était tous des petits détails qui m'intéressaient. Puis là, je m'étais dit, bien là, comme ministre des Transports, puis avec un lien direct à la société, on a été capable de faire avancer des dossiers comme ça. Alors, c'est pour ça que, pour moi, la relation avec la Société d'assurance automobile était bonne. Je ne peux pas vous dire que ma sous-ministre principale adorait ça, parce que normalement, tout devait passer par elle. C'était qui la sous-ministre en titre à ce moment-là? À l'époque, c'était Mme Savoie. Mme Dominique Savoie. Oui, Mme Savoie. Mme Savoie contrôlait beaucoup les gens qui pouvaient m'approcher. Mais moi, je demandais de voir des gens, puis j'aimais parler avec Mme Tremblay de la SAC sur nos dossiers, au-delà de se faire inviter au party de Noël des employés. Puis, au-delà de, Mme Savoie, la façon que vous l'avez décrite, est-ce que votre cabinet, est-ce qu'il était en relation aussi ou est-ce qu'il travaillait avec vous pour les dossiers de la SAC? Oui. Quand vous êtes un nouveau ministre, en général, là, je dis en général parce que c'est pas une loi écrite, on vous assigne un chef de cabinet. Vous ne le choisissez pas. On vous assigne un chef de cabinet qui doit avoir des engagements, j'imagine, moi, avec le chef de cabinet du premier ministre, et qui va s'assurer de vous aider dans votre travail, mais aussi, probablement, de rapporter à qui veut le savoir, donc le bureau du premier ministre, puis son chef de cabinet, comment ça fonctionne, comment ça va, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui se passe pas, parce que parfois, M. Dufresne, qui était le chef de cabinet à l'époque, me parlait de certaines choses que moi, je n'avais pas parlé. Pas parce que je voulais y cacher, mais parce que je ne trouvais pas que c'était opportun de téléphoner le chef de cabinet du PM pour y parler de certains de mes dossiers qui allaient bien, mais il était au courant. Alors ça vient de mon... Tu sais, je dirais que les chefs de cabinet, entre eux autres, ils ont des ententes, ils se parlent. Au niveau entre la SAC et votre chef de cabinet, est-ce que vous savez s'il y avait des interactions? Bien, mon chef de cabinet savait que moi, ça m'intéressait professionnellement, la Société d'assurance automobile du Québec. Donc, il n'était pas vraiment impliqué avec la SAC. Il était beaucoup plus impliqué avec ma sous-ministre, en titre. Là. OK.
Pas avec la SAC. Est-ce que Pas de mémoire. Vous aviez un attaché politique ou conseiller politique qui était responsable de la SAC? Bien, en fait, conseiller politique. Conseiller? Alors, tu sais, normalement, c'est des jeunes, mais un peu plus tard, on a eu quelqu'un qui avait plus d'expérience, qui est venu là-bas. Mais oui, il y avait une personne, mais la personne ne gérait pas tellement les dossiers, pour être honnête, là. Servait plutôt d'une courroie de transmission entre des demandes. Puis moi, je ne faisais pas passer par une courroie de transmission mes demandes. Je les faisais directement. Fait qu'on pourrait dire, on pourrait résumer que quand il y avait des dossiers d'importance avec la SAC, c'est vous-même qui s'en occupiez. Vous ne déléguiez pas nécessairement votre chef de cabinet, votre sous-ministre ou encore l'attaché politique. Non, mais Mme Savoie et son équipe, eux, avaient des rencontres, des discussions régulières avec la SAC. Ça c'est clair. Puis moi, c'est Mme Tremblay qui me disait, m'a dit, moi, j'aurais aimé ça, vous en parlez, M. Poitier. Bien, Dominique aime mieux que je passe par elle. Bien, moi, j'ai dit, ma porte est tout le temps ouverte, là. Vous avez juste à m'appeler, puis on va se parler. Est-ce que vous avez eu cette conversation-là avec Mme Savoie? Parce qu'il y a plusieurs témoins qui sont venus dire avant vous, puis je ne parle pas nécessairement de M. Gaudreau, je parle de certains experts aussi, que la SAC, ça fait partie du portefeuille du ministre et que c'est le ministre et son cabinet qui ont les interactions et le sous-ministre, les interactions qu'il a ou les gens du ministère, c'est davantage au niveau coopératif et non au niveau échange. Est-ce que ça a été discuté, ça? C'est au niveau de la façon de faire qui semble différer de l'habitude. Puis tout le monde a également dit qu'il n'y a pas de loi écrite sur les façons de faire, là, mais... Non, il n'y a pas de loi écrite, mais il y a quand même ses propos à Mme Savoie elle-même qui l'explique, là. Je vais juste vous les retrouver, parce que je veux juste être correct. Allez-y. À mon avis, puis avec certaines informations que j'avais obtenues, il y avait certaines irrégularités au ministère des Transports dans certains domaines, dans un domaine d'organigramme aussi, ou d'une certaine façon, sur des pourcentages d'efficacité, la personne qui devait faire le pourcentage d'efficacité faisait un peu le bulletin de son patron. C'était pas, pour moi, c'était pas vraiment, à mon avis, la bonne façon de faire. Donc, j'ai eu des discussions pour faire changer les organigrammes, que les directeurs régionaux dépendent pas de quelqu'un qui, finalement, le bulletin est fait par la mauvaise personne, selon moi, sur le plan administratif. Et ça, c'est une discussion sur laquelle, on ne s'entendait pas vraiment. Alors ça, on en a parlé, beaucoup on en a parlé. Il y a d'autres dossiers aussi également qu'on avait des discussions. Et là, quand moi, j'ai quitté, Mme Savoie est allée dans une commission parlementaire qui avait été demandée, pas par moi, d'aucune façon, pour aller expliquer son travail. Et là, ça revient exactement à votre question, cher maître, sur c'est quoi la responsabilité de la sous-ministre. Et textuellement, ce qu'elle a déclaré, elle considère qu'elle n'a pas à se plier aux ordres du ministre parce qu'elle a dit que l'administration du ministère des Transports dépendait d'elle. Donc, elle n'avait pas d'ordre à recevoir. Puis je pense qu'elle avait corrigé ce mot-là, parce qu'elle a dit que ce n'était pas des ordres. Là, M. Poitier ne me donnait pas d'ordre. Mais textuellement, vous pouvez aller aux minutes de l'Assemblée nationale, et c'est M. Kerr qui lui avait posé la question. Quand le ministre vous demande quelque chose, est-ce que vous le faites? Puis elle a dit, moi, je n'ai pas à recevoir d'ordre du ministre. La gestion du ministère des Transports dépend de la sous-ministre. Ça, c'est sa réponse, M. Charmaine. Mais sa réponse n'est pas incompatible avec ce qu'on a entendu jusqu'à maintenant, c'est-à-dire que l'administration du ministère du Transport, sous réserve de l'interaction qu'il peut y avoir entre le ministre et la sous-ministre, là, mais ça, c'est une chose. Moi, je parle des relations avec la société d'assurance automobile. Ma compréhension jusqu'à maintenant était que cette relation-là est davantage entre le ministre, son cabinet et la haute direction, puis on pourra le définir dans quelques minutes, de la Société d'assurance automobile du Québec, et un peu et moins, pour ne pas dire pas, avec le sous-ministre, si ce n'est que pour collaborer dans des projets entre le ministère et la société, mais l'interaction, si on veut, quotidienne ou périodique était beaucoup, beaucoup moins présente qu'elle peut l'être avec un chef de cabinet, un attaché politique ou encore le ministre lui-même. Je ne suis pas tout à fait de votre avis, puis c'est votre question. Je n'ai pas été ministre, donc c'est pour ça que votre avis et votre témoignage est important. Est quand même longue. Mais il y a beaucoup de gens au ministère des Transports qui travaillaient directement avec la SAC pour
autant des projets de loi, des changements. Mme Tremblay ne se rapportait pas nécessairement à moi. Mme Tremblay avait beaucoup plus de discussions avec Mme Savoie qu'avec moi. Puis dans certains cas, je disais à Mme Tremblay, vous pouvez m'appeler, là. Elle disait, oui, mais M. Poitier, c'est pas toujours préférable de le faire comme ça parce que je ne veux pas froisser Mme Savoie. Elle dit, écoutez, on travaille ensemble. Je n'avais pas de mauvaise relation avec Mme Savoie. On se disait les vraies choses, comme je l'ai fait toute ma vie, dans tous les postes de gestion que j'ai eus. Mais on sentait que c'était pas fluide, là, et que Mme Tremblay ne décidait pas de me donner un petit coup de fil le matin, me disait, à vous 10 minutes, j'irai vous voir. Ça se passait pas comme ça. Donc, il y a des gens au ministère des Transports qui, pour la SAC, étaient attitrés au dossier de la SAC avant que ça m'arrive à moi. Dans bien des cas. Puis ce qui arrivait à moi, c'est parce qu'on avait une discussion directement avec Mme Tremblay. Puis les CT, ça a été la même chose. Pour me faire expliquer les CT, c'est pas Mme Tremblay qui nous a expliqué, là. C'est Mme Savoie? Ben oui. On va y revenir tout à l'heure. Oui, mais si je vous donne ça comme exemple. Non, mais c'est un très bon exemple. Mais c'est ça qu'on cherche à établir parce que, comme je le disais, il ne semble pas y avoir de règles écrites. Donc, chaque particularité ou chaque ministre... Ben, moi, je pense que ça dépend du profil de gestion du ou de la sous-ministre. De la sous-ministre, pas du moins du ministre. Du ou de la sous-ministre. OK. Ça peut être un sous-ministre, là, mais dans ce cas-ci, ça dépend du modèle de gestion. J'en ai connu d'autres sous-ministres qui étaient un peu différents dans le modèle de gestion, mais ça, c'est le cas de tout le monde, en général, ou bien on peut se ressembler. Je présume que quand M. Gaudreau, que le Parti québécois perd les élections en avril 2014, puis que vous prenez, entre guillemets, la place de M. Gaudreau, il n'y a pas d'échange, on ne se parle pas vraiment. C'est incroyable, ça. Votre question est vraiment pertinente. C'est incroyable. C'est incroyable qu'une personne qui a travaillé en dehors de la couleur politique, comment vous êtes responsable d'une administration aussi importante que le ministère des Transports, on les connaît, les grands ministères, M. le commissaire, puis toutes les boîtes sont parties, les papiers sont partis, tout est fait. Puis là, c'est le sous-ministre avec son équipe de 32 personnes, des cartables, ça d'épais, qui s'en viennent avec leurs valises. Puis là, on va vous expliquer la vie. J'aurais aimé ça, moi, y parler. En dehors de la couleur politique, ça n'a rien à faire. Je peux décider après ce que je fais ou pas. Et là, vous soulignez, M. Gaudreau, mais j'ai vécu exactement la même affaire avec mon propre parti. Pas de successeur. M. Daou, j'ai été obligé d'écrire à M. Daou. J'ai voulu y parler. J'ai dit, il faut que je te parle, je vais t'expliquer une couple d'affaires. J'avais engagé une employée, Annie Trudel, pour vérifier des choses, c'est une analyste. Hein? Donc, pour analyser ça, elle m'avait été référée par M. qui était chef de police à Montréal à ce moment-là. Chesneau, je m'excuse. Et je l'ai mis sur certains dossiers pour regarder ça avec un œil externe. Et j'ai voulu parler à M. Daou, que je connaissais bien, puis que j'avais une bonne relation avec, avant qu'il soit nommé au transport. Puis j'ai dit, il faut que je te parle. J'aimerais ça t'expliquer un peu où ce que je t'ai rendu, ce qu'on se fasse un débriefing, tout ça. Ouais, j'essaie, ouais, mais je suis occupé. Ouais, mais elle dit, tu vois, ça va pas aller en s'améliorant, là. Tu vas être occupé en masse. Fait que, faudrait qu'on prenne un peu de temps. Puis, ça n'a pas arrivé. Puis là, j'ai dit, écoute, là, je voudrais vraiment pouvoir te parler. Puis il a dit, garde, Robert, quand je vais être capable, puis tu lui rentres les lignes, je vais te rencontrer. Fait que ce que j'ai fait, j'ai décidé de mettre sur une page, sur un texte, les inquiétudes, certaines inquiétudes. Une inquiétude n'est pas un fait. C'est des choses qu'il faut vérifier. C'est pourquoi j'avais engagé Mme Trudel, qui avait fait un excellent job tant que j'étais là. Et j'ai écrit cette lettre-là, puis je l'ai mis sur son bureau à l'Assemblée en bas, donc son pupitre en chambre. Puis je suis monté au bureau du premier ministre, puis j'ai demandé à voir le premier ministre. On m'a dit, ça ne va pas être possible. M. Dufresne dit que c'est pas possible. Ben j'ai dit, je vais voir M. Dufresne. Elle dit, il est occupé pour le moment. Ben j'ai dit, parfait, j'ai mon iPad, je pense que j'ai 84 % de batterie, je vais rester ici. Je vais l'attendre. Il faut qu'il sorte, je vais l'attendre. Et ça a pris 1 heure, il est venu me voir. Il m'a demandé, qu'est-ce que tu veux? Ben, j'ai dit, écoute, j'ai donné cette lettre-là à M. Daou. Je voulais la donner au premier ministre. Je vais te la donner à toi. C'est certains questionnements, certaines inquiétudes que j'ai au ministère des Transports. Il y a un paquet de choses qui vont bien. Les employés, je ne suis pas inquiète.
mais il y a des structures, il y a de la reddition de comptes, il y a des organigrammes qui, à mon avis, vous devez connaître la source ou minimalement chercher sur ces problématiques-là. C'est ça que j'ai donné la lettre à M. Dufresne. Et j'ai quitté. Moi, pour moi, c'est le minimum acceptable que je pouvais faire. Est-ce que vous avez eu des suites? Non. Non. En fait, j'ai pas eu de suite. On vient donc à vos relations avec la Société Je n'ai d'assurance. peut-être eu une suite. C'est qu'au lendemain du conseil de la nomination des ministres, moi puis un autre ministre qui avait été déchu, on a été placés dans le fond complètement de nos places en bas au parti. On était assis complètement à l'Assemblée, au plus loin que c'était possible d'être. On a été assis un à côté de l'autre. Il manquait juste les chapeaux d'armes. Mais c'est que ça m'a éloigné de toute la confrérie qu'on avait au parti, des collaborateurs que j'avais. Puis moi, je n'étais pas partisan. Parce que moi, je pense que quand on est élu, on doit travailler pour tout le monde. Pas juste les comtés qu'on pense qui ont voté pour nous autres. Et c'est ça que j'ai toujours appliqué. C'est pourquoi ma relation avec tous les partis politiques, j'ai croisé M. Gaudreau tantôt, on s'est salué, on a parlé, c'était pas de la politesse, c'était de la gentillesse. Avant de rentrer de façon plus précise dans les contacts, les relations que vous avez avec les employés de la SAC, je comprends que, ou les dirigeants plutôt de la SAC, je comprends que Mme Savoie joue un rôle prépondérant, vous l'avez mentionné, puis on va revenir lorsqu'on va regarder les CT en particulier. Mais vous avez également dit que Mme Tremblay, lorsque vous la rencontrez, qu'elle vous parle de la transformation numérique, et vous dites que vous... C'était pas le mot. C'était pas une transformation numérique. Moi, là, le terme utilisé, puis ça, je m'en souviens vraiment très bien. Allez-y, c'est quoi le terme? C'est une modernisation. Modernisation. Vous allez voir, on va faire une modernisation. Parce que vous parlez de modernisation. Puis vous allez être content. Non, mais je veux pas pour être déplacé. C'est juste que pour moi, là, reconstruire complètement quelque chose, puis redéfaire ça, puis c'est majeur. Une modernisation, là, ça peut être aussi, pour moi, ça c'est ma compréhension à moi, je vais dire que j'ai raison, mais ça peut être un visuel pas mal plus intéressant. User-friendly, excusez-moi l'expression, mais que ça soit plus facile à cliquer sur les choses qu'on a besoin. C'est une modernisation. C'est pas une transformation. OK, c'est dans cette optique-là que vous assistez. Pour moi, si elle m'avait dit on fait une transformation, mais elle a dit une modernisation, puis c'est pour ça que j'ai dit OK, puis je serais surpris quand on s'en souvienne pas que j'ai fait l'exemple de mes téléphones IP. Donc, est-ce que je dois comprendre votre témoignage que pour vous, une modernisation, c'est peut-être davantage esthétique, donc ça suscite peut-être pas autant votre curiosité et vos préoccupations que pourrait le faire si on vous annonce une restructuration ou une reconstruction des systèmes TI? Exact. Parce que ma prochaine question, c'était ça, c'est que vous semblez aimer la chose TI, comme vous avez dit. Vous avez un intérêt avec la SAQ, donc je me demandais dans quelle mesure vous demandez de faire des suivis à Mme Tremblay et autres dirigeants, Mme Savoie, parce que c'est deux choses qui vous intéressent, qui sont combinées ensemble. Bien là, je dois vous dire, là, si vous êtes en mode rapide, là, toute votre vie, là, puis que vous allez devoir prendre une décision d'urgence, là, c'est pas tout à fait ce qui se passe au ministère des Transports, là, quand vous êtes ministre. Là. Les affaires d'urgence, là, c'est s'il y a un pont qui a tombé, là. Puis encore là, c'est pas vous qui appelle. Puis moi, quand il y en a eu un pont qui a tombé sur la 132, là, moi, je l'ai entendu aux nouvelles, puis je suis descendu de nuit pour réouvrir ça avec la mairesse de Longueuil. À ce moment-là, on a passé une partie de la nuit là, pour réouvrir ça pour 6 heures le matin. Alors, moi, là, quand j'entends qu'on va moderniser, qu'on va travailler là-dessus, moi, je suis pas mal avec ça, jusqu'au moment où, là, j'ai vu des CT. On va y venir dans quelques instants. OK, bien, moi, ça m'amène là. Parfait, excellent. Juste avant, je veux bien établir les relations avant qu'on aille sur les deux CT qui expliquent en principal votre présence cet après-midi. Donc, Mme Tremblay, je comprends qu'il y a des rencontres assez fréquentes. Pas avec Mme Tremblay. Pas fréquentes. Non. Ils sont pas si fréquentes que ça. Et à l'occasion, Mme Tremblay me disait, il manquait de vous appeler, mais vous savez, moi, je veux pas comme déranger rien, là. Mais elle n'était pas seule. Les gens du ministère n'étaient pas complètement à l'aise, jamais, de venir à mon bureau.
J'étais dans un ascenseur à un moment donné, puis il y a une employée qui était là avec des documents. Elle est venue rouge, là, mais quand je vous dis rouge, je sais que je pensais qu'elle n'avait pas de connaissance. Puis là, j'ai dit, qu'est-ce qui se passe, madame? Ben, elle dit, j'ai une lettre ici, monsieur le ministre, là, je n'ai pas le droit de vous dire ça, là, mais c'est un dossier que j'ai travaillé vraiment très, très, très fort, puis ça nous prend une signature aujourd'hui, mais on n'a pas le droit de monter à votre bureau. C'est interdit d'aller à votre bureau. Il faut que je passe par quelqu'un d'autre. Mais elle dit, là, vu que je vous vois, je suis mal, là, mais j'étais pour aller le porter à votre adjoint. Elle dit, venez-vous-en, on va y aller ensemble. Puis on a monté ensemble, puis je l'ai fait rentrer dans mon bureau, puis je l'ai signé. Ça se faisait pas. Quand vous dites c'est interdit, C'est interdit. Les employés, là, j'avais des rencontres, moi, là, avec des gens là, du ministère des Transports, mais juste des cadres. Puis là, je disais, bon, ben le pont Saint-Jean-sur-Richelieu, là, c'est quoi le problème? Ben c'est un vraiment très vieux pont. S'il y avait un camion qui est plus que X tonnes, il pourrait s'effondrer. Hein? Vous êtes sérieux? OK, mais qui a évalué ça? Qui a ce dossier-là? Ah, c'est l'employé une telle, mais sa directrice va vous le dire. Je dis, ben non, faites-la monter, puis on va parler avec la personne qui est au dossier. Ça, Mme Savoie, elle n'aimait pas ça. Vraiment qu'elle n'aimait pas ça. Puis elle m'a dit aussi une fois, vous savez, quand vous faites ça, c'est pas très bon parce que les employés se sentent après ça mal de parler devant le ministre. Hey, j'ai dit, arrêtez, là. La dame qui était venue, là, qui était une jeune personne efficace puis compétente, qui avait un style bien à elle, très coloré, a fait un job extraordinaire d'explication du dossier. Puis quand je l'ai recroisé à un moment donné à la cafétéria ou en bas, parce que moi j'allais partout où les employés allaient, elle m'a remercié. Elle a dit merci vraiment. Fait que ça, c'était pas une pratique autorisée par Mme Savoie. C'était peut-être pas de mauvaise foi qu'elle faisait, mais elle contrôlait mon environnement et surtout celle des fonctionnaires. Vraiment, celle des fonctionnaires. Alors, c'est correct. Moi, je pense que pour un garde du corps, j'en avais 2, là. Mais professionnellement, je n'en avais pas besoin, là. Fait que certains vont dire que certains, je parle pas de Mme Savoie, mais que d'autres sous-ministres disent qu'ils protègent le ministre. Non, j'ai pas besoin de protection. Moi, j'assume ce que je fais, mes erreurs, puis les bonnes choses. Puis quand c'est les bonnes choses, c'est parce que c'est une équipe qui l'a fait. Puis s'il y a une erreur où je me suis trompé, parce que je me suis trompé, bien, on le dit. Mais il y avait une protection, je vous dirais, professionnelle, de tous les documents, de tous les dossiers qui concernaient le ministre. Donc, en tête-à-tête avec Mme Tremblay, on parle est-ce que ça tient sur les doigts de la main? Ça va arriver souvent, effectivement. Oui, ça tient sur les doigts de la main? Ah oui. Une demi-douzaine de fois maximum? Maximum, là, excluer les 2 Noëls ou 3 que je t'ai invité à un party dans la SAC, là. Je dis, c'était pas dans un restaurant, puis l'alcool, puis tout ça, là, mais c'était comme un party d'employés. Puis j'avais demandé de m'asseoir avec les employés, moi. J'avais choisi une table qui normalement, on fait pas ça non plus, là. Mais les employés de la SAC, moi, je les appréciais. Ceux du ministère des Transports aussi. C'était pas fréquent. Puis je me rappelle une fois, je suis un gars patient, puis j'utilise l'humour à l'occasion pour passer mes messages. Je trouve que ça passe mieux. C'est une philosophie de gestion. Puis une fois, j'ai regardé les documents qui arrivaient. Ça faisait 5 semaines qu'ils avaient été étampés, reçus. 5 semaines. Puis là, il arrivait à mon bureau. Fait que là, j'ai demandé à Mme Savoie de venir. Je dis, écoute, Dominique, on était au 29e étage ou 28 du Delta, les 16 premiers étant l'hôtel, de 16 à 28 étant le ministère des Transports. J'ai dit, écoute, Dominique, moi, j'aimerais ça qu'on regarde, là, pour les bureaux, j'aimerais ça qu'on descende au premier. Elle dit, ben là, voyons donc, pourquoi vous descendez au premier? Ben, elle dit, parce que, regarde, ce document-là, ça a pris 5 semaines avant qu'il se rende au 28e. Que si je suis au premier, peut-être ça va aller plus vite. C'est une blague plate, mais pour moi, elle imageait tout le temps que ça prend avant d'arriver au bureau du ministre. Puis ça, c'est ceux que je vois. Il y en a qui ne se rendent pas au bureau du ministre. Mais, M. Poitier, vous avez été ministre des Transports, je fais le calcul vite, à peu près 21 mois. Oui. Des rencontres one-on-one, excusez l'anglicisme, avec Madame, avec la PDG de la SAC, combien de fois à peu près? Honnêtement, rencontre de dossiers, supposons. Ouais. Il y a eu, lorsqu'il y a eu la manifestation des 10 personnes sur le parvis de l'Assemblée, j'ai rencontré
à quelques-uns. Moi, je vais vous dire, là, ça ne peut pas dépasser 10 fois, mais c'est plus 5 fois. Je comprends. Puisque dans ces fois-là, il est question de la modernisation. Il en a été question une fois. La première. Ben oui, il en a été question une fois. Là, je vous rappelle la vitesse à laquelle les choses vont en général. Fait que vous parlez de 18 mois, M. le commissaire, il ne s'est pas fait grand-chose en 18 mois. Ça, je peux vous dire ça. Les présidents du conseil d'administration de la SAC, M. Morneau, quand vous arrivez en fonction, est-ce que lui, vous avez eu l'occasion de le rencontrer? Oui, parce qu'à un moment donné, ils font un genre de petit 5 à 7, là, mais vraiment de base. Là. OK. Puis elle a dit, ça va me permettre de vous présenter les membres du conseil d'administration. Mais il y en a certains qui vont partir. Là. C'est drôle parce que moi, là, je peux pas m'auto-analyser, là, mais ma venue au ministère des Transports, puis évidemment avec mon lien d'autorité, que je pensais peut-être plus fort, a dérangé certaines personnes, même sur le conseil d'administration. Pourquoi? Bien, il faudrait leur demander. Mais ça, pourquoi vous avez ce sentiment-là? Ah, mais parce que c'était clair. Parce que c'était clair sur... Mais premièrement, j'ai eu après pas de discussion à peu près avec personne du conseil d'administration, autre que bonjour, allô, bienvenue, M. le ministre, oui, bonjour, oui, ça va. Puis on fait le tour de la table, on se donne la main. Puis il n'y a pas eu à être assis puis discuter ensemble. Puis c'est pourquoi j'aurais adoré avoir mon agenda, parce que c'était écrit, les dates que je suis allé à SAC. Vous l'auriez su, M. le commissaire. Puis je suis complètement ouvert avec ça. Mais il y en a eu très, très peu. Puis Mme Savoie me disait, ben non, lui, c'est un vieux de la vieille, ça fait longtemps qu'il est là, mais il va partir bientôt. L'autre, je pense pas qu'il va être renouvelé. Tu sais, on va pouvoir mettre du 109 là-dedans. C'était un peu comme si c'était elle qui avait comme une forme d'emprise sur le conseil d'administration, ce qui, moi, je pensais devait être le contraire. Puis... Donc, j'ai pas eu de relation vraiment avec le conseil d'administration. C'était pas... ça faisait partie de la protection que j'avais de Mme Savoie. Donc, j'aurais dû poser ma question plus précisément, là, mais à l'exception des événements sociaux, là, moi, je parle d'une rencontre avec M. Morneau, en tête-à-tête ou avec d'autres membres du conseil d'administration, mais pour parler de dossiers. Là. Ça, il y en a combien? Il n'y en a pas eu beaucoup. Honnêtement, là, très, très, très peu dans ce 18 mois-là. Puis pour parler de la modernisation des TI? Ça, non, il n'y a pas été question de ça du tout. Parce que moi, ça, c'était embryonnaire. C'était embryonnaire au moment où j'étais là, moi. Ça se parlait, puis on voulait faire signer des documents. Puis ça, j'ai pas hâte d'y arriver, mais quand on va y arriver, je vais vous dire exactement comment ça s'est passé. On y va dans 3-4 questions, ça patienter. Avant d'arriver, 3-4 questions. Ouais. Je vais prendre la pause dans 4 minutes. Nous, on a commencé à 2h30, mais la greffière est ici depuis 2 heures, donc je vais respecter ça. 1h30. Ensuite de ça, on va prendre 15 minutes de pause, puis après ça... Donc, Parfait. si vous avez... Ça dépend, si Ben, vous voulez compléter, mais avant ouais. qu'on commence les documents, Parfait. ça serait après la pause. Parfait, ça me convient. Madame Telfer, qui a remplacé M. Morneau comme présidente du conseil d'administration, elle est nommée une dizaine de jours avant votre départ du ministère. Est-ce que dans sa nomination, est-ce que vous avez été impliqué? Assez peu, honnêtement. Bien sûr qu'on m'a informé qu'il y avait une nouvelle personne, qu'il y avait eu pas ou peu de personnes qui avaient levé la main ou qui avaient postulé pour le poste, que c'était une femme avec un CV extraordinaire, avec une compétence démontrée sur un CV complet. Je ne la connaissais pas personnellement. Et puis, ça a été la candidate qui a été suggérée pour ce poste-là. Quand vous dites suggérer, c'était sur un sujet... C'est le document que j'ai reçu avec son CV, ses affaires, puis son intérêt pour le poste. Fait que la première fois, en d'autres termes, la première fois que vous êtes informé ou vous avez connaissance que Mme Telfer va être la prochaine présidente du conseil d'administration, c'est lorsqu'on vous dit, voici la personne qu'on a choisie, voici qui sera la prochaine présidente du conseil. Oui, mais en même temps, il y avait quelque chose d'original dans l'exercice, c'est que c'était moi qu'il fallait qu'il l'appelle pour lui dire qu'elle avait le poste. OK. Fait que je l'ai rencontré et je l'ai fait. Elle me paraissait d'une personne sympathique, mais moi, comme vous l'avez dit, là, ça n'a pas été très long. Mais puis qu'on ait une femme au conseil d'administration aussi, pour moi, ça a toujours été une préoccupation. Des postes d'importance dans la fonction publique. Moi,
quand je l'ai fait au privé, puis je l'ai fait à la Corporation des concessionnaires, à compétence égale. Mais à compétence égale, on choisissait une femme. Puis est-ce que vous la connaissiez, cette personne-là? Pas du tout. Je l'avais jamais rencontrée. Puis vous savez pourquoi ou dans quel contexte elle a été choisie? Pour Non. quelle raison? Non. Puis vous l'avez contactée, vous êtes allé chez elle ou... Non. Je ne suis pas allé chez elle, là. Juste comprendre, c'est le MCE qui vous, Oui. les emplois supérieurs qui vous appellent, Oui. Monsieur le ministre, je pense que le choix Oui. du gouvernement serait C'était Mme qualifié Telford. la meilleure personne, mais je m'étais dit, il y en a combien? Puis ce que j'avais compris, on m'a dit qu'il y avait eu très peu de personnes, ou elle seule, je ne sais pas, qui avait postulé là-dessus. Mais qu'on était chanceux, parce qu'on avait vraiment une personne compétente. En tout cas, qui avait tout sur son CV ce qu'on cherchait. Et là, je me souviens pas si c'est Mme Savoie ou Mme Tremblay, mais qui m'a dit ça. Mais peut-être Mme Tremblay, mais comme je l'ai dit, il n'y a pas tant de discussion avec Mme Tremblay. Mais c'est Mme Tremblay ou Mme Savoie. Mais Mme Savoie, indirectement, à mon avis, je ne sais pas si elle va venir témoigner ou pas, mais je pense qu'elle avait plus de conversations avec le conseil d'administration que moi. Sauf que là, vous parliez de la question du commissaire, que c'est le MCE, c'est des emplois supérieurs. Oui, les emplois supérieurs. Qui vous envoie, est-ce que vous vous souvenez, qui vous envoie la fiche là, dont vous nous parlez? La vérité, j'aurais aimé ça, m'aider à m'en souvenir, mais sérieusement, ça, je m'en souviens pas. Mais à la question du commissaire, quand vous répondez que ça vient du MCE... Bien, parce que ça ne peut pas venir d'ailleurs. Là, je veux dire, c'est eux qui nous suggèrent pour des postes d'importance. Là. OK, ce que vous ne rappelez pas, ça vient de pas eux. ça par la poste, là. Dans le fond, ce que vous ne vous souvenez pas, c'est que ça vient de eux, mais est-ce que ça a passé par Mme Savoie, Mme Tremblay ou directement à vous? C'est ça que... C'est sûr que c'était pas directement à moi. Non? Non. Puis, mais là, j'ai un petit blanc, je ne suis pas capable de le valider, ça. Qui m'a parlé d'elle, mais on me l'a vanté. C'est soit Mme Savoie, soit Mme Tremblay. Je ne suis pas certain laquelle des deux. Mais en me disant, vous allez voir, on va être en affaire. Est-ce que vous avez besoin de la convaincre ou... Non. Moi, je l'ai appelé, mais ça, vous savez, on n'est pas ici pour des impressions, monsieur le commissaire, là. J'avais pas mal l'impression que elle savait que ça s'en venait, là. Mais quand j'ai postulé sur des postes, puis je pensais que j'avais la compétence pour le faire, je pensais que ça s'en venait aussi. Je veux pas être négatif quand je dis ça. Dernière petite question, j'ai une bonne idée de la réponse, mais je vais la poser quand même. Est-ce que vous connaissez M. Carl Malenfant, qui était vice-président, il y a un titre un peu plus long, mais sensiblement pour les fins de notre mandat, le vice-président de la OTI à la SAC? Non. Est-ce que vous l'avez déjà rencontré? Peut-être, mais je ne l'ai pas en mémoire. Fait que si on avait eu des discussions sérieuses, je m'en rappellerais, j'imagine, mais là, non. Je déteste pas me rappeler des choses, mais ça nous ramène plus loin. J'ai peut-être croisé dans une rencontre, mais ça ne m'a pas frappé. Parfait. Bon, monsieur le commissaire, il est 3h30. On peut prendre une pause peut-être d'une quinzaine de minutes. Parfait. Donc, je reprendrai le banc à 15h45. Puis, juste avant, peut-être, vous avez l'habitude d'ordonner aux témoins. Oui, tout à fait. Alors, M. Poitier, compte tenu que vous êtes en plein interrogatoire, il y aura possiblement un contre-interrogatoire. Alors, je vais rendre une ordonnance que vous ne communiquiez avec personne votre témoignage. Après ça, vous faites ce que vous voulez. Ah, pas de problème. mais pendant, vous connaissez ça, vous avez déjà témoigné à la Cour. Oui. Ça ressemble un peu à ça. Voici mon ordonnance. Ça inclut les médias. Merci. Merci.